Les moyens de défense de l'organisme. Le maintien de l'homéostasie nécessite des moyens de défense en continu contre les agents pathogènes et ou leurs toxines. L'homéostasie, c'est l'ensemble des paramètres physico-chimiques de l'organisme qui doivent rester relativement constants dans l'organisme. L'homéostasie, c'est la capacité que peut avoir un système à conserver son équilibre de fonctionnement en dépit des contraintes qui lui sont extérieures. La résistance d'un organisme est sa capacité à repousser les maladies. La vulnérabilité ou manque de résistance est aussi appelée susceptibilité. La reconnaissance de l'organisme du soi, c'est-à-dire de ce qui lui appartient, et du non-soi, de ce qui lui est étranger, constitue la base essentielle des phénomènes de défense de l'organisme. L'organisme humain est soumis en permanence à des agressions de la part du milieu extérieur. Les accidents, les blessures, les écorchures, les brûlures, les agressions microbiennes ou toxiques, etc., etc. Soumis à l'invasion d'un agent étranger qu'il ne reconnaît pas comme lui étant propre, l'organisme développe une réaction qui vise à protéger son intégrité en éliminant ou neutralisant l'hôte ou la substance indésirable. De ces phénomènes de défense, les uns existent naturellement et sont innés, d'autres, au contraire, n'existent pas normalement mais peuvent être acquis au cours de la vie. Dans les mécanismes de défense de l'organisme, nous allons retrouver les défenses non spécifiques et les défenses spécifiques appelées également immunité. Au niveau des défenses non spécifiques, nous aurons plusieurs mécanismes qui entraînent une réponse générale contre l'invasion d'une grande variété de pathogènes. Au niveau de l'immunité, nous aurons la production d'anticorps spécifiques ou activation de lymphocytes T contre un pathogène particulier ou autre substance étrangère. Au niveau des mécanismes de défense non spécifiques, nous allons retrouver la peau et les muqueuses, la production d'agents chimiques antimicrobiens, les cellules tueuses naturelles, la phagocytose, l'inflammation et la fièvre. La peau et les muqueuses du corps forment la première ligne de défense contre les micro-organismes pathogènes. Elles constituent les frontières qui nous séparent du milieu extérieur. Des barrières mécaniques et chimiques bloquent l'attaque initiale des microbes pathogènes et des substances étrangères qui cherchent à pénétrer dans le corps et à causer la maladie. Leur intégrité est nécessaire pour assurer la protection de l'organisme. Une blessure, même minime, simple égratignure ou piqûre d'insecte, supprime cet obstacle mécanique et permet la pénétration de germes microbiens ou de produits toxiques. Les muqueuses respiratoires ou digestives peuvent de la même façon être franchies par les éléments agresseurs. Le rôle de barrière mécanique est complété par les produits de sécrétion de la peau et des muqueuses qui ont une action chimique. Les corps gras élaborés par les glandes sébacées, le mucus par les muqueuses, les constituants des sécrétions, l'isozyme dans la salive, les larmes, l'acide chlorhydrique du suc gastrique, les enzymes digestives ont un rôle de protection chimique et de destruction microbienne en particulier. La peau est constituée de nombreuses couches de cellules très compactes et kératinisées, c'est-à-dire imperméables à l'eau et résistantes dans une certaine mesure au choc. L'épiderme forme donc une barrière physique qui interdit l'entrée des microbes. La desquamation régulière des cellules épidermiques contribue à évacuer les micro-organismes de la surface de la peau. Les cellules épithéliales du muqueuse sécrètent un liquide appelé mucus qui empêche les cavités de se dessécher. Sa consistance visqueuse permet l'emprisonnement des microbes et des substances étrangères. La muqueuse nasale possède des poils recouverts de mucus qui filtrent l'air et emprisonnent les micro-organismes, la poussière et les polluants. La muqueuse des voies respiratoires supérieures est pourvue de cils. Leurs mouvements propulsent vers la gorge les poussières et les micro-organismes qui sont restés
emprisonnés dans le mucus. La toux et les éternuements accélèrent ce mouvement. L'appareil lacrymal est le mécanisme protecteur de l'œil par dilution et élimination des substances irritantes et ou des micro-organismes. Il y a excrétion de larmes que le clignement des yeux répand sur la surface du globe oculaire. Les larmes lavent continuellement l'œil et empêchent les micro-organismes de se fixer. Lorsqu'une substance irritante ou une grande quantité de micro-organismes entre en contact avec l'œil, les glandes lacrymales accroissent leur sécrétion. La salive, sécrétée par les glandes salivaires, dilue les micro-organismes et les élimine de la surface des dents et de la muqueuse buccale à la façon des larmes pour l'œil, ce qui contribue à empêcher la colonisation par des microbes. L'écoulement de l'urine permet de nettoyer l'urètre et d'empêcher la formation de colonies microbiennes dans le système urinaire. Idem pour les sécrétions vaginales qui évacuent les micro-organismes vers l'extérieur du vagin. La défécation et les vomissements peuvent également être considérés comme des processus d'expulsion des micro-organismes. L'organisme réagit par exemple face aux micro-organismes qui irritent la muqueuse du tube digestif. Les muscles se contractent vigoureusement, la diarrhée qui se produit alors expulse une partie des microbes responsables. Les muqueuses protègent l'organisme contre de nombreux micro-organismes, mais de façon moins efficace que la peau. Certains agents chimiques contribuent également à donner à la peau et aux muqueuses un haut degré de résistance aux invasions microbiennes. Le sébum, sécrété par les glandes sébacées de la peau, forme une pellicule protectrice à la surface de la peau. Il contient des acides gras non saturés qui inhibent le développement de certains champignons et bactéries pathogènes. L'acidité de la peau, dont le pH varie de 3 à 5, acide gras et acide lactique, contribue à éviter la prolifération de nombreux autres micro-organismes. La sueur chasse les microbes de la peau. Elle contient une enzyme, le lysozyme, capable de détruire les parois cellulaires de diverses bactéries. Le lysozyme se trouve également dans les larmes, la salive, les sécrétions nasales et le liquide interstitiel, où il présente aussi une activité antimicrobienne. L'acide hyaluronique, présent dans le tissu conjonctif aréolaire qui se situe sous l'épithélium et entoure les glandes et les vaisseaux, ralentit la propagation des agents nocifs dans les infections localisées. Le liquide interstitiel ou interstitium a une composition ionique proche de celle du plasma sanguin. Le liquide interstitiel remplit l'espace entre les capillaires sanguins et les cellules. Il facilite les échanges de nutriments et de déchets entre ceux-ci. Le surplus de liquide interstitiel est drainé par les capillaires lymphatiques où il prend le nom de lymphe et est acheminé vers le cou où il est réintégré au sang dans la veine sous-clavière gauche par le canal thoracique. Il est composé à 90% d'eau. Il a pour origine le plasma sanguin. Le suc gastrique est un mélange d'acide chlorhydrique, d'enzymes et de mucus produit par les glandes gastriques. Le haut taux d'acidité du suc gastrique, pH de 1,2 à 3, détruit plusieurs types de bactéries, de même que la plupart des principales toxines bactériennes. Les sécrétions vaginales sont légèrement acides, ce qui décourage la prolifération bactérienne. Dans ce tableau, nous voyons les facteurs mécaniques contre l'invasion, contre l'infection et la fonction de chaque facteur mécanique. Donc nous voyons les fonctions de l'épiderme, des muqueuses, du mucus, des poils, des cils, de l'appareil lacrymal, de la salive, de l'urine et enfin de la défécation et des vomissements. Dans ce tableau, nous voyons les différents facteurs chimiques et leurs fonctions. La fonction de l'acidité de la peau, de la production des acides gras insaturés, le lysozyme, l'acide hyaluronique et enfin le suc gastrique. Idem, je vous le mettrai en pièce jointe, vous l'aurez pour pouvoir le consulter à tête reposée. Le sang et les liquides interstitiels contiennent des substances chimiques qui découragent la croissance microbienne.
Les protéines liant le fer, les transférines, inhibent la prolifération bactérienne en réduisant la quantité de fer disponible. D'autres substances antimicrobiennes sont l'interféron, le complément et la proberdine. Elles fournissent une seconde ligne de défense au cas où des microbes pénétreraient dans la peau et les muqueuses. Les cellules hôtes infectées par des virus produisent des protéines appelées interférons. On verra écrit en majuscule IFN. Il en existe deux types d'interférons. Les interférons sont produits par les lymphocytes, les macrophages et les fibroblastes. L'interféron libéré par les cellules infectées gagne les cellules adjacentes saines et se fixe sur les récepteurs de surface. Ceci incite les cellules saines à synthétiser une autre protéine antivirale capable d'inhiber ou d'interférer avec la réplication virale à l'intérieur des cellules. En effet, les virus ne provoquent des maladies que s'ils peuvent se reproduire dans les cellules du corps. Le système du complément. Le complément est un ensemble de 20 protéines normalement inactives présentes dans le plasma sanguin et dans les membranes cellulaires. Lorsqu'elles sont activées, elles complètent ou augmentent certaines réactions immunitaires, allergiques et inflammatoires. Elles comprennent entre autres 11 protéines de C1 à C9, les facteurs B et D et la proberdine. Certaines autres protéines règlent l'activation du complément. Elles participent à l'activation de l'inflammation, à la libération d'histamine et à la cytolyse, qui est en fait la création d'un trou dans la membrane plasmique du microbe et qui entraîne sa destruction. En plus des lymphocytes B et T qui participent aux réponses immunitaires, il existe une autre population de lymphocytes qui détruit les envahisseurs. Ces lymphocytes, appelés cellules tueuses naturelles ou cellules NK, ont la capacité de détruire une grande variété de microbes infectieux. Les cellules NK sont présentes dans la rate, les ganglions lymphatiques, la moelle osseuse et le sang. L'interféron gamma est libéré par les cellules NK et il stimule également leur activité cytolytique. Ce tableau résume les substances antimicrobiennes, donc l'interféron et le système du complément. Si les micro-organismes sont les plus forts, ils vont poursuivre leur invasion par la circulation lymphatique et être arrêtés au niveau des ganglions lymphatiques par de nombreuses cellules du système immunitaire, c'est la phagocytose. Les ganglions lymphatiques gonflent alors et deviennent douloureux. La phagocytose désigne le processus d'ingestion et de destruction des microbes ou toute particule étrangère par des cellules appelées phagocytes. Ils se divisent en deux grandes catégories, les granulocytes et les macrophages. Ici, nous avons en détail les phases de la phagocytose, avec la première phase d'attraction, le micro-organisme, la substance étrangère est attirée vers le phagocyte. Ensuite, la phase d'adhérence, il y a adhésion entre la membrane du phagocyte et le micro-organisme ou la toxine. La phase d'ingestion, où le micro-organisme est ingéré par le macrophage. La formation du phagosome et puis enfin la phase de digestion avec le rejet par exocytose des fragments du micro-organisme digéré. Les granulocytes du sang ont un pouvoir phagocytaire, appelé aussi PP, variable. Les neutrophiles, le pouvoir phagocytaire le plus grand, et les éosinophiles ont un certain pouvoir phagocytaire. Lorsqu'une infection survient, les neutrophiles et les monocytes migrent vers le foyer infectieux. Au cours de cette migration, les monocytes grossissent et se transforment en macrophages hautement phagocytaires. Dans ce tableau, nous voyons les autres composants qui constituent les moyens de défense non spécifiques de l'organisme. L'inflammation ou réaction inflammatoire
et la réaction au stress produit par un dommage tissulaire. L'inflammation contribue à l'élimination des microbes, des toxines ou d'autres corps étrangers au siège de la lésion, prévient leur propagation aux organes adjacents et prépare le site pour la réparation tissulaire. Elle est une réaction destinée à rétablir l'homéostasie. Une inflammation se manifeste généralement par 4 symptômes fondamentaux: la chaleur et la fièvre, la rougeur, l'œdème, la tuméfaction et la douleur. La réaction inflammatoire au niveau local. Première phase, les réactions vasculo-sanguines. Donc nous allons voir du coup dans ces réactions-là une congestion qui entraîne rougeur, chaleur et œdème. La deuxième phase, les réactions cellulaires avec la phagocytose, la douleur, donc irritation des terminaisons nerveuses qui va donner le message douloureux, et le pus qui est un concentré de cellules endommagées, de cellules mortes. Troisième phase, la détertion, élimination des débris cellulaires, du liquide d'œdème, du pus. Quatrième phase, la cicatrisation, formation d'un tissu conjonctif nouveau. La réaction inflammatoire suit 3 principales étapes: la vasodilatation, la migration des phagocytes et la réparation. La fièvre est une température corporelle anormalement élevée. L'augmentation de la température intensifie les effets des interférons, inhibe la prolifération de certains microbes et accélère les réactions de l'organisme qui favorisent la guérison. Elle se traduit cliniquement par une sensation de chaleur ou de froid. Lorsqu'elle est modérée, en plateau, elle peut être asymptomatique, soulignant la nécessité de la prise de la température devant toute manifestation clinique. Elle accompagne la plupart des maladies infectieuses et représente le dénominateur commun de l'infection. Dans quelques cas, les patients peuvent être hypothermes, c'est-à-dire avoir une température corporelle inférieure à 36,5, en cas de choc septique notamment. Dans certains cas, les patients peuvent être apyratiques, c'est-à-dire ne pas avoir de fièvre. C'est le cas notamment en cas d'infection latente. La fièvre est en rapport avec la production de cytokines pyrogènes qui provoquent la fièvre, pyro de feu, produite par les leucocytes activés et autres cellules intervenant dans l'immunité. Les cytokines pyrogènes modifient le niveau de régulation hypothalamique. La fièvre constitue une réaction de défense de l'organisme. Les organes lymphoïdes sont les organes qui fabriquent les cellules immunitaires. Nous retrouvons ces organes au niveau central et au niveau périphérique. Les organes lymphoïdes centraux sont le thymus et la moelle osseuse. Les organes lymphoïdes périphériques sont la rate, les ganglions lymphatiques, les amygdales et les plaques de Peyer au niveau des intestins. Sur ces schémas sont représentés les organes lymphoïdes. Idem, je vous les mettrai sur un diaporama pour que vous puissiez les consulter de manière plus lente sur papier. Maintenant, nous allons voir une brève introduction à l'immunologie qui étudie les moyens de défense maintenant spécifiques de l'organisme, sachant que vous allez avoir cet enseignement d'immuno en 2.2 et en 2.5. Au niveau de l'immunité spécifique, nous allons retrouver les cellules et la mémoire lymphocytaire. Au niveau des cellules, nous avons des globules blancs ou encore appelés leucocytes. Au niveau des leucocytes, nous allons retrouver des phagocytes et des lymphocytes. Les phagocytes sont des polynucléaires monocytes qui dégradent les intrus par phagocytose et augmentent la température corporelle. Les lymphocytes, eux, fabriquent des anticorps spécifiques au virus et à la bactérie concernée. La mémoire lymphocytaire, enfin, certaines maladies infantiles, les plus souvent, ne sont pas récidivantes. Les anticorps produits très rapidement en cas de nouveau contage grâce aux lymphocytes mémoire. La personne est donc immunisée.
Au niveau de l'immunité artificielle, nous allons retrouver la vaccination et la sérothérapie. Avec la vaccination, nous allons inoculer à un patient un agent pour que l'organisme le reconnaisse comme étranger et fabrique des défenses immunitaires. Donc c'est un procédé actif qui va prendre 2 à 3 semaines. Avec la sérothérapie, on inocule, on injecte au patient, on lui donne de suite des immunoglobulines pour se défendre quand il en a besoin. Par exemple, un patient qui aurait une plaie traumatique et qui ne serait plus à jour de sa vaccination antitétanique, eh bien, soit son dernier rappel est pas très très loin et la plaie n'est pas très importante, le médecin peut décider de le revacciner, soit la plaie est grave et le risque est accru et son dernier rappel est très lointain, le médecin peut décider de lui donner tout de suite des immunoglobulines contre le tétanos et ainsi éviter au patient de développer la maladie. Sur ce tableau, nous avons un récapitulatif des différentes immunités. L'immunité active acquise naturellement, l'immunité passive acquise naturellement, l'immunité active acquise artificiellement et l'immunité passive acquise artificiellement. Je vous le donnerai aussi en PDF pour que vous puissiez relire et rechecker ce récapitulatif. Je vous remercie d'avoir visionné ce support et vous dis à bientôt.